Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire Développer des applications web sécurisées, de la théorie à la pratique. Webinaire consacré aux problématiques de sécurité dans le développement des applications en général et des applications web en particulier. Alors je suis Jérémy Jourdain, responsable du pôle recherche et développement chez Advance, et je suis accompagné de Frédéric Patouli, responsable technique et commercial chez Cosium. Bonjour Frédéric. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Alors, l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui est le suivant. On va commencer par un rapide état des lieux sur la sécurité des applications web aujourd'hui, notamment sur Internet. Je parlerai également des limites aujourd'hui sur les processus et outils utilisés dans le cycle de développement des applications. Frédéric et moi reviendrons sur les bénéfices d'une approche data-centric dans l'évaluation des failles de sécurité applicative, et nous aurons l'occasion de développer l'exemple de l'outil Seeker développé par Cosium. Et nous terminerons la présentation par un ensemble de questions-réponses, donc questions que vous aurez l'occasion de poser tout au long du webinaire. Alors, la présentation vous sera envoyée par email à la fin de la session. Donc, je rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions dans la fenêtre de chat. Nous y répondrons soit au fil de l'eau, soit, comme je le disais, en fin de présentation. Voilà, pour l'instant, je vous conseille d'afficher les slides en plein écran. Ce sera beaucoup plus confortable. Voilà, alors je vais laisser la parole à Frédéric qui va nous présenter en quelques mots la société Cosium. Donc Cosium, on est éditeur de logiciels, on est un éditeur français et en fait on propose aujourd'hui des solutions qui sont essentiellement axées sur la gestion des applications critiques de nos clients, suivant on va dire trois grands domaines. Le premier concernant le domaine de la performance des applications, donc s'assurer que les applications ont un niveau de performance adéquat avant leur mise en production. La deuxième solution permet cette fois-ci pour des applications qui sont en production de mesurer la qualité de ces applications-là et du service rendu à l'utilisateur, donc très clairement le suivi des contrats de service qui peut être mis en place sur ces applications en termes de disponibilité, en termes de performance. Et la troisième solution qui va être l'objet de notre webinaire aujourd'hui, qui est la solution Seeker, qui va être une solution qui va pouvoir permettre de faire des tests de sécurité au niveau des applications tout au long du cycle de vie de développement. Donc Cosium est une société donc, française, implantée en France mais également à l'étranger, et qui a aujourd'hui un peu plus de 8 ans d'expérience en ce qui concerne la performance et la sécurité des applications métiers de nos clients. Quelques mots maintenant de Jérémy sur la société Advance. Voilà, donc Advance, nous, on est une société spécialisée dans le management de la sécurité de l'information. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on se présente même comme un fournisseur de services spécialisés dans la sécurité, puisqu'en fait, notre métier, de plus en plus, consiste justement à ne plus délivrer la sécurité comme un ensemble de moyens, des briques technologiques, des moyens humains, mais à l'inverse, la sécurité aujourd'hui consiste à délivrer un ensemble de services de bout en bout, donc des services disponibles immédiatement à la demande et s'appuyant sur des engagements de services très forts. Donc aujourd'hui, Advance, c'est 60 collaborateurs basés essentiellement sur Lille et Paris, et nous intervenons aujourd'hui pour plus de 250 clients en France, à l'international et dans tous les secteurs d'activité. Alors, je vais faire aujourd'hui là un rapide état des lieux sur la sécurité des applications web en 2012, en se basant aujourd'hui sur ce que l'on rencontre chez Advance. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, vous avez déjà vu tout ça, vous avez déjà tout lu. Je vais juste poser quand même quelques éléments fondamentaux pour bien poser le décor. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les attaques et la fréquence des applications web est en constante augmentation. Aujourd'hui, des sources comme l'OASP considèrent qu'entre 70% et 90% des attaques se concentrent sur les applications web. Alors tout le monde a entendu parler des APT, il y a eu beaucoup moins d'encre qui a coulé au sujet des AET, peu de gens en parlent. Alors, sans parler d'attaques complexes, aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'entreprises qui vont être touchées par un certain nombre de vulnérabilités sur le web. Donc, premièrement, parce que les entreprises, notamment les grands groupes, ne maîtrisent pas leur exposition sur le web, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont beaucoup de difficultés à identifier quelles sont les applications de l'entreprise qui peuvent être ouvertes sur l'extérieur, pour différentes raisons, que ce soit les métiers qui aujourd'hui n'ont plus besoin de la DSI pour acheter et pour ouvrir un site web, mais aussi notamment grâce à l'augmentation, à l'explosion même de l'externalisation de services et de la mise en place d'architectures distribuées. Alors aujourd'hui, les exemples, les attaques en tout cas vont pouvoir se classifier sous trois groupes. On va parler de cyberespionnage, de cybercrime et de cyberactivisme. Alors le cyberespionnage, c'est au sens large le vol de données
en général. Le cybercrime, ça va essentiellement consister à du vol de données, mais cette fois dans un but de revendre, donc typiquement des informations cartes, des données utilisateurs, ce genre de choses. Et le cyberactivisme, on a des exemples réguliers, hein, que ce soit Sony il y a quelques mois, ou les Anonymous qui font aujourd'hui régulièrement parler d'eux. Alors ce sont des grands termes, hein, le cyberespionnage, le cybercrime, le cyberactivisme. On a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres, et on se pense aujourd'hui à l'abri de toutes ces attaques ciblées. Alors, en fait, c'est faux, c'est un faux sentiment de sécurité, parce qu'aujourd'hui, la plupart des attaques sur Internet ne sont pas forcément des attaques ciblées, elles sont la simple conséquence de toute l'activité malveillante sur Internet, et aujourd'hui, le simple fait d'être connecté sur Internet entraîne une exposition et un risque potentiel. Alors, je pourrais développer de nombreux exemples, je vais juste en développer deux. Aujourd'hui, on a été plusieurs fois, notamment en 2011, contacté par des sites marchands victimes de chantage à l'injection SQL, c'est-à-dire des individus ont soi-disant identifié des vulnérabilités de type injection et généralement quelques jours avant les soldes vont contacter les enseignes pour essayer de se faire rémunérer contre la divulgation de la vulnérabilité et de la manière de s'en protéger. Alors parfois c'est du bluff total, parfois en revanche il y a effectivement de graves problèmes de sécurité et donc des personnes malveillantes vont chercher à en tirer profit. Un autre exemple que je peux développer dans le secteur du jeu vidéo en ligne, c'est que là cette fois donc le client a été victime d'une attaque très ciblée qui a consisté donc à voler des informations de jeu des joueurs dans un objectif derrière de revente sur un marché en ligne sur Internet. Donc voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Alors aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que les applications restent vulnérables à des tas d'attaques qui sont archi connues, archi classiques, des attaques par injection SQL, des attaques par cross-site scripting. Donc les attaques qui sont dans le top 10 de l'OASP. Alors je parle d'applications qui restent vulnérables parce qu'aujourd'hui ce constat est le même depuis plusieurs années. Nous, chez Advance, on fait des statistiques sur tous les tests d'intrusion et les audits que l'on peut réaliser, et environ 85% des tests que l'on fait, eh bien, on trouve des applications qui présentent des vulnérabilités dans le top 5 de l'OASP avec un palmarès sans surprise autour de l'injection SQL et du cross-site scripting. Voilà, alors les causes sont multiples, elles sont nombreuses, à commencer par le manque de sécurité dans les cahiers des charges. Aujourd'hui, c'est illusoire de croire que l'on peut avoir des applications développées et sécurisées correctement si les cahiers des charges n'intègrent pas à minima un certain nombre de clauses de sécurité. Le deuxième et le troisième point que l'on peut mettre en avant, ce sont d'une manière générale le manque de sensibilisation à la sécurité de l'information, que ce soit pour les développeurs ou que ce soit pour les chefs de projet, et d'une manière générale un manque de communication entre les différentes parties prenantes dans le cadre de tout projet de développement. Je rappelle qu'une application, ce n'est pas que du code, ça fonctionne sur un serveur d'application. Parfois, on a des serveurs, des middleware, des serveurs d'application, on aura des bases de données, on a des systèmes d'exploitation, on a besoin du réseau, etc., etc. Donc, sécuriser une application, ça revient à sécuriser toutes ces couches. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir une communication performante entre les différents acteurs qui vont intervenir sur toute la chaîne applicative. Autre écueil généralement constaté, c'est qu'on a toujours affaire à la pression du quotidien, notamment à la pression du métier, et qui parfois va nous imposer de prendre des raccourcis, et on peut arriver à des situations où la pression est telle que les applications vont être développées et mises en production très rapidement, sans intégrer la moindre préoccupation relative à la sécurité. Autre élément, des contrôles de sécurité inadaptés. J'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure des tests d'intrusion et des audits de code, qui sont les deux outils les plus souvent utilisés, mais qui pour moi sont loin d'être adaptés à un processus de développement. Et nous aurons l'occasion de voir justement quel peut être l'apport d'une solution comme Seeker pour améliorer les contrôles de sécurité dans le cycle de développement des applications. Nous avons aussi, donc ça c'est un phénomène que l'on constate sur des secteurs de niche, je pense notamment au secteur de la santé ou au secteur des collectivités publiques, où vous avez un certain nombre de logiciels très spécialisés, avec très peu d'éditeurs capables de proposer ce genre de solutions. Et aujourd'hui, ces éditeurs ont un comportement que je trouve un peu scandaleux, c'est-à-dire qu'ils prennent des libertés avec la sécurité, et finalement, ils se moquent de prendre en compte la sécurité, puisque ce sont les seuls acteurs sur leur domaine, et ça c'est un phénomène que l'on rencontre assez régulièrement.
Autre point, un manque de maîtrise dans les techniques de sécurisation. Je ne vais pas m'attarder, mais c'est étroitement lié au manque de formation et de sécurité à la sécurité des différents acteurs des projets. Et un dernier point, c'est une sécurité aujourd'hui qui est toujours adressée de manière périphérique. Je prends un exemple aujourd'hui, quand on parle de test de sécurité sur une application web, on va généralement se contenter de tester le frontal applicatif, encore une fois, en oubliant toutes les couches qui peuvent intervenir dans le cadre d'une application. Voilà, il y a d'autres raisons, mais il s'agit ici d'énumérer les plus évidentes. Alors, je pense que tout le monde aujourd'hui connaît le fameux cycle en V, le cycle de développement, le cycle de vie des applications. Alors, moi j'accompagne beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le cadre d'audit applicatif, de sécurisation des frameworks de développement, de formation des développeurs. Et lorsque j'échange avec les équipes, je constate que soit le cycle en V, donc cette pratique n'est pas connue, ou alors uniquement d'un point de vue théorique, ou alors il est connu, mais alors absolument pas suivi. Alors, premier point, ce processus, ça reste quelque chose de théorique. Donc je suis le premier à dire qu'il y a des tas de raisons de ne pas le suivre et qu'il n'est pas adapté à tous les projets de développement. En revanche, il pose quand même les bases de ce qu'il lui convient de faire en termes de sécurité. Et aujourd'hui, chaque étape de ce cycle permet d'associer la sécurité de manière à améliorer la sécurité applicative dans son ensemble. Alors, on a tendance à voir ce processus comme quelque chose de linéaire, alors qu'au contraire, ce processus, c'est quelque chose qui doit fonctionner de manière itérative, et notamment dans les phases amont. Je parlais tout à l'heure du manque de communication que l'on rencontre parfois. C'est justement ces étapes amont, depuis les cahiers des charges, les spécifications, les conceptions d'architecture, les phases de conception détaillée, c'est véritablement là où tout va se jouer. Parce que c'est là où on s'aperçoit que si l'on convie les bonnes personnes autour de la table, y compris les équipes sécurité, on s'aperçoit que le simple fait d'échanger lors de ces phases permet d'améliorer significativement le niveau de sécurité, car chaque intervenant aura l'occasion d'exprimer ses besoins particuliers en termes de sécurité sur son domaine dont il a la charge. Alors, ce que je constate également, c'est que lorsque on se soucie de la sécurité, on s'aperçoit que, c'est les carrés que vous voyez en vert, on s'aperçoit que on va faire un effort pour effectivement essayer de se soucier de la sécurité. Donc en amont, on va essayer de se poser les bonnes questions. En recette, on va toujours faire le fameux test d'intrusion ou le scan de vulnérabilité applicative pour se rassurer la veille de la production, être sûr qu'on n'a rien oublié. Mais ce qui est assez paradoxal, en tout cas je rencontre ça dans 90% de mes projets, c'est que pendant les phases de développement, donc à partir du début du développement jusqu'aux phases de recette et de mise en production, on a une sorte d'effet tunnel, où là c'est le no man's land d'un point de vue sécurité. C'est OK, on a vu la sécurité en amont, maintenant on va attaquer le développement et on se revoit en fin de projet et on espère que finalement le développement se sera bien passé, on espère qu'il n'y aura pas trop de failles dans le logiciel. Alors ça s'explique, je pense, principalement parce qu'aujourd'hui les développeurs et les chefs de projet, lorsqu'ils ont des objectifs, en fait ils sont généralement objectivés sur le respect des plannings de livraison. Il s'agit souvent d'un critère de qualité majeur et aujourd'hui la sécurité, malheureusement, elle n'en est pas un. Alors pourquoi elle n'en est pas un? Parce que la sécurité aujourd'hui, elle est vécue comme un frein, comme une contrainte, comme quelque chose qui rallonge le projet de développement. Donc on pense que ça coûte moins cher finalement de ne pas prendre en compte cette sécurité. Donc on pense qu'on n'a pas les moyens d'intégrer la sécurité dans le projet parce que ça va rallonger le cycle de développement. Alors on verra par la suite que ça n'est pas totalement le cas. Aujourd'hui, il existe des solutions techniques et fonctionnelles qui permettent justement d'apporter la sécurité dans le projet sans rajouter de contraintes particulières aux développeurs, aux chefs de projet, et donc d'apporter la sécurité dans toutes les phases du projet. Il y a une étude qui a été faite par Forrester qui aujourd'hui indique que si on découvre un problème de sécurité dans les phases de pré-production ou de production, le coût aujourd'hui est 30 fois supérieur que si ce même problème de sécurité avait été identifié dans les phases amont. Donc, je ne sais pas si les ratios sont exacts, en tout cas ce que je sais, c'est qu'effectivement aujourd'hui, si la sécurité est prise en compte dès les phases de conception et dans le cycle de développement, ça coûte bien moins cher à l'organisation que de devoir décaler des mises en production ou, dans le pire des cas, que de devoir gérer un incident
qui va survenir en phase de production parce qu'on aura découvert des failles alors même que les applications avaient été déjà ouvertes aux utilisateurs. Alors, ce cycle en V reste une bonne pratique à suivre, hein, mais il doit impérativement être intégré dans une démarche plus globale. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je constate, moi, que les projets sont trop souvent gérés par silos. On va avoir l'équipe Internet en charge des frontaux, on va avoir l'équipe back-office, on va avoir l'équipe en charge des web services, on va avoir l'équipe en charge des bases de données, on va avoir l'équipe en charge des systèmes, etc., etc. Alors, lorsque l'on parle de tests de sécurité, c'est ce que je disais tout à l'heure, généralement, on va faire des tests sur le frontal et on ne va pas penser, on ne va pas prendre le temps d'aller regarder ce qui se passe sur les middleware, sur les back-office, sur les bases de données. Ce qui compte finalement pour les organisations, c'est de se protéger vis-à-vis de l'extérieur. Alors, c'est une mauvaise approche pour deux raisons. Premièrement, c'est que vous savez tous que le risque aujourd'hui peut également venir de l'interne, mais c'est aussi une mauvaise approche parce que une application, c'est un ensemble de briques. Et pour avoir une mesure objective du niveau de sécurité de l'application, ça ne peut pas se faire sans regarder le niveau de sécurité de toutes les briques. Je vais vous prendre un exemple très simple. Une faille de type cross-site scripting. Voilà, on fait un test sur le front-end. On s'aperçoit que finalement, rien ne se passe sur le front-end, donc c'est-à-dire que l'application, a priori, elle n'est pas vulnérable aux attaques de type XSS. Et aujourd'hui, cette attaque, elle a parfaitement elle a beaucoup de chance, en tout cas il est possible, qu'elle puisse aboutir sur une interface du back-office. Ce n'est pas parce que le front-end sera invulnérable à ce type d'attaque qu'une autre application web qui pourrait exploiter des données en provenance d'un frontal Internet ne pourra pas être exploitable, attaquable par ce type de vulnérabilité. C'est la même chose pour une faille de type injection SQL qui pourrait ne rien donner côté Internet, mais qui pourrait derrière être exploitée dans le cadre d'un traitement batch qui pourrait utiliser des données présentes dans les bases de données. Donc c'est pas unique, c'est très insuffisant de se focaliser uniquement sur un composant particulier sans prendre en compte l'environnement dans lequel ce composant est exécuté. Alors, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, donc par rapport aux tests de sécurité que l'on va utiliser, donc on va retrouver l'audit de code. Donc l'audit de code, c'est très bien. En revanche, c'est un certain nombre de limites. Première limite, c'est que d'une manière générale, ça va être très long et très fastidieux s'il est fait manuellement. Alors, heureusement, il existe un certain nombre d'outils qui peuvent automatiser ces audits. En revanche, ce sont des outils qui restent assez onéreux et à l'efficacité relative pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce que déjà pour auditer le code, encore faut-il qu'il soit finalisé. Donc je reviens sur mon processus de développement. Auditer un code qui n'est pas encore totalement finalisé, ça va être assez compliqué. Donc ce sera très bien pour aller auditer des librairies ou des portions de code qui auront été déjà committées et qui sont dans une version définitive. Auditer l'intégralité d'une application, ça peut avoir du sens dans certains contextes, mais pareil, ça risque d'être assez lourd. Mais c'est surtout que l'audit de code statique a de grosses lacunes en termes d'analyse de l'application dans son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités qu'il sera très difficile d'identifier uniquement sur la seule analyse statique du code source. Notamment tout ce qui va concerner le suivi des données au sein de l'application, qui peut concerner également toute la partie segmentation des sessions, droit d'accès des utilisateurs, etc., etc. Autre point qui est fondamental, on a tendance à dire aujourd'hui que c'est la seule responsabilité du développeur, voire du chef de projet, que de développer des applications sécurisées. Moi, je pense qu'un développeur n'est pas un expert en sécurité. Alors, on aura parfois certaines personnes qui auront une culture, une sensibilisation et qui sauront développer du code de qualité, mais d'une manière générale, aujourd'hui, un développeur n'est pas un expert et je pense qu'il ne faut pas attendre de lui qu'il soit à ce niveau de compétence. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui les outils d'audit de code, les scanners de vulnérabilité dont je parlerai juste après, ce sont des outils qui restent des outils d'experts en sécurité et aujourd'hui mettre ça dans les mains de développeurs, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'ils n'auront pas forcément
les compétences nécessaires pour interpréter les résultats et pour qualifier notamment tous les faux positifs, voire les faux négatifs qui pourraient remonter de ce genre d'outils. Les contrôles en boîte noire cette fois. Donc, par contrôle en boîte noire, j'inclus dedans donc, tout ce qui va être test d'intrusion réalisé en aveugle ou avec un minimum d'informations sur l'application. Et j'intègre également tous les scanners de vulnérabilité applicatifs. Alors, les boîtes noires vont se focaliser encore une fois sur les portes d'entrée. Ce sont des outils qui parlent le langage HTTP. Ils vont s'attaquer, je parle bien évidemment des scanners de vulnérabilité applicative. Hein, je ne parle pas des scanners de vulnérabilité système, mais le principe est le même. Donc ils vont s'attaquer sur les portes d'entrée, c'est-à-dire sur l'application accessible, sur les interfaces offertes par cette application. Donc déjà, la problématique de la boîte noire, c'est qu'il faut identifier les points d'entrée. Donc soit via une approche manuelle, en parcourant l'application, soit en utilisant les crawlers qui sont embarqués aujourd'hui dans les scanners de vulnérabilité. Alors là, on prend déjà le risque de ne pas tout voir. Parce qu'aujourd'hui, un crawler n'est pas infaillible, un humain encore moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une partie de l'application qui était cachée, qui n'était pas accessible, elle ne sera pas testée. Autre chose, ce type d'approche impose de tout tester. Je m'explique, une fois qu'on a identifié les points d'entrée, les formulaires, les variables, etc., il faut tester toutes les combinaisons possibles et imaginables de manipulation de caractères, de variables, sur chacune de ces pages, sur chacun des formulaires, etc., etc. Donc d'une manière générale, ce sont des tests qui vont prendre du temps pour être exhaustifs. Et en l'occurrence, ils ne le seront jamais complètement. Autre écueil de ces solutions, je prends l'exemple cette fois de ce qu'on appelle une blind SQL injection, c'est-à-dire une injection SQL potentielle mais qui ne renvoie aucune information à l'attaquant. Donc le scanner peut supposer l'existence d'une vulnérabilité de type blind SQL injection parce qu'il va constater par exemple des temps de réponse différents de l'application entre deux requêtes. En revanche, l'application, ne renvoyant rien à l'attaquant, il est très difficile aujourd'hui d'identifier avec certitude ce type de vulnérabilité. Donc pour les mêmes raisons que tout à l'heure, aujourd'hui un test en boîte noire, on considère qu'il est inadapté dans le cycle de développement parce que ça va être très lourd, très impactant, très long, et encore une fois, ça nécessite d'avoir une application à peu près finalisée pour pouvoir l'auditer. Donc généralement, on va faire ces tests en fin de chaîne, donc il faut les faire, c'est important. En revanche, s'il y a un problème de sécurité, c'est un peu tard. Alors aujourd'hui, nous, ce que l'on pense, c'est que ce sont les outils d'analyse dynamique du flux, donc du data flow et du code flow, qui nous permettront justement d'avoir une analyse beaucoup plus pertinente dans l'analyse de la sécurité des applications. Alors, très rapidement, je vais revenir sur mon empilement de couches. Aujourd'hui, une application, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura les frontaux, les middleware, les bases de données, les OS, le réseau, le stockage, et on aura donc cet environnement qui va interagir avec un certain nombre d'autres environnements. On va aujourd'hui trouver des vulnérabilités potentielles dans chaque brique et dans chaque interaction. Alors, aujourd'hui, plutôt que de chercher à tester la sécurité de fond en comble sur chacune de ces briques, moi je pense qu'aujourd'hui, plutôt que d'accumuler donc des outils et des technologies, c'est loin d'être suffisant. Je pense qu'il est préférable aujourd'hui de se dire finalement la sécurité d'une application va reposer sur les couches, sur la sécurité intrinsèque de chacune de ces couches, et qu'il est préférable de peut-être contrôler moins de choses, mais en revanche de faire des contrôles essentiels pour la sécurité, des contrôles qui induisent un risque réel, mais de faire ces contrôles de manière transverse sur chacune de ces couches, de manière à finalement pouvoir définir et contrôler une politique de sécurité qui ne va pas s'appliquer seulement sur une couche particulière, mais qui va bien s'appliquer sur l'ensemble des couches. Et donc cette approche nécessite de ne plus raisonner par briques technologiques, frontales, bases de données, etc., mais de bien raisonner à l'échelle de la donnée. D'où ce qu'on appelle chez nous donc une approche data-centric. L'objectif, c'est que pour avoir des contrôles pertinents, fiables, efficaces, il faut chercher à privilégier des contrôles qui permettront donc d'avoir une approche focalisée sur la donnée. Ce sera une approche qui sera beaucoup plus rapide et qui permettra notamment d'éliminer un certain nombre de faux positifs. Et en ce sens-là, elle sera beaucoup plus sûre. Donc je vais maintenant laisser la parole à Frédéric, qui pourra justement nous expliquer comment un outil comme Seeker peut intervenir dans l'analyse dynamique de la sécurité d'une application. Donc effectivement, Seeker aujourd'hui, c'est une approche un peu différente par rapport aux outils, on va dire aux deux grandes familles d'outils qu'a décrit Jérémy précédemment, à savoir les analyseurs de code et les outils de penetration testing. L'idée en fait de Seeker, elle est assez simple, elle est de se dire, est-ce qu'il serait possible de
mettre un outil à disposition des différents intervenants participant au développement d'une application, que ce soit les gens qui développent, les gens qui intègrent, les gens qui qualifient, pour autant, tout en sachant que ce ne sont pas des spécialistes de la sécurité. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui serait intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'il faudrait que cet outil soit également, je dirais, intégrable de façon complètement transparente, c'est-à-dire que la sécurité ne soit pas vue comme une surcouche, ne soit pas vue comme quelque chose qui vient gréver le projet en temps et donc en coût, mais qui soit de façon tout naturellement intégré dans ces différentes phases. Donc pour ce faire, en fait, Seeker a été pensé et donc Seeker, en fait, c'est un outil qui se compose d'une console, un peu comme se constituerait aujourd'hui un outil d'analyse dynamique, mais également d'agents qu'on va placer sur les différents tiers. C'est-à-dire que ce que disait tout à l'heure Jérémy, c'est-à-dire que cette notion d'analyse par couche, en fait, c'est les agents Seeker qui vont être placés sur les différents tiers de votre chaîne de liaison, hein, que ce soit les frontaux web, que ce soit les serveurs d'application et même les serveurs de base de données, qui vont en fait procéder à cette analyse en cours de fonctionnement de l'application. Donc en fait, l'application va être utilisée et le Seeker va faire ce qu'on appelle nous du profiling d'application, c'est-à-dire une analyse du code flow et du data flow à la volée pendant que votre application est exécutée. Et chaque utilisateur, en fait, qu'est-ce qu'il va devoir faire quand il va vouloir procéder à un test de sécurité, que ce soit dans la partie développement, intégration ou qualification? Il va simplement indiquer à Seeker le morceau de l'application fonctionnelle, on va dire, sur lequel il va faire porter ses tests. Donc simplement, il va naviguer dans son application comme il ferait pour faire un test unitaire, comme il ferait pour faire un test d'intégration et pour faire un test de qualification, sachant qu'au préalable, en fait, Seeker a été démarré et va capturer l'ensemble des pages qui vont être parcourues pour constituer le scénario de test. Une fois que ce scénario de test a été constitué, Seeker va démarrer son test de sécurité. Et en fait, son test de sécurité, on peut prendre un petit exemple. Hein. Supposons que la première page d'analyse soit une page de login. Ce que va faire Seeker, en fait, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va analyser en fonctionnement quelles sont les différentes fonctions, quelles sont les différentes variables et la valorisation de ces variables et la vie de ces variables-là pendant le fonctionnement de l'application. Et il va voir, par exemple, que quand un utilisateur va se connecter, il y a une fonction do login qui est appelée, qui va appeler elle-même une fonction authentiquette qui peut se trouver sur un autre tiers de votre chaîne de liaison, et que cette fonction authentiquette, à un moment donné, va faire appel à une requête SQL. Et pendant cette analyse-là, pendant cette première phase d'analyse, Seeker il va essayer de repérer les comportements, ou en tout cas la façon dont s'exécute l'application qui lui paraissent suspectes. Il va essayer de détecter les vulnérabilités potentielles, un peu comme ferait un analyseur de code statique, mais cette fois-ci, Seeker le fait en fonctionnement. Donc par exemple, dans le cas présent, il va pouvoir constater qu'au moment où la requête SQL est faite pour s'assurer que la personne qui est en train de se loguer a bien les droits de se loguer sur l'application, il va constater que le mot de passe est en clair dans la base de données. Donc ça veut dire que potentiellement, ce mot de passe serait stocké en clair dans la base de données. Il n'en est encore pas sûr, il ne l'a pas vérifié, mais par contre, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il vérifie dans un deuxième temps. S'il poursuit son analyse, il va pouvoir constater que la façon dont est construite cette requête SQL par concaténation pourrait présenter un risque de SQL injection. Donc il va le noter et il va poursuivre l'analyse, toujours en fonctionnement de l'application, de cette première page de login. Une fois que cette analyse sur cette page de login est terminée, ce que Seeker va faire, en fait, c'est qu'il va dire, potentiellement, pendant cette première passe, j'ai pu constater que l'application, sur cette phase de connexion, pourrait être vulnérable à de la SQL injection, au fait que le mot de passe soit stocké en clair dans la base de données, et également au process scripting, puisqu'on a l'un des paramètres qui n'était pas HTML encodé. Mais c'est tout. Alors pourquoi est-ce qu'il fait cette première passe-là? On a vu tout à l'heure que dans les outils de penetration testing, l'une des problématiques, c'était le temps d'analyse. Ce sont des outils qui, ne sachant pas comment l'application est constituée, vont devoir, sur chacune des pages de l'application, essayer l'ensemble des attaques connues à un instant T pour voir si l'une des attaques est susceptible de réussir. Donc, ce qui veut dire que dans une phase d'analyse, et si on essaie d'intégrer ça dans une phase de développement d'application, le temps d'analyse est extrêmement long, voire même pour certains cas, quand on est sur des sites web assez conséquents, est assez considérable. Il y a des temps d'analyse qui dépassent plusieurs journées. Ce qui est complètement incompatible avec le fait de vouloir procéder à des tests de sécurité dans le cadre du développement d'application et donc dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. En fait, cette première passe sert à Seeker à construire sur chacune des pages ce qu'on appelle un arbre d'attaque. C'est-à-dire que chaque page sur cette première passe va être flaguée, va être taguée
avec les vulnérabilités dont on sait potentiellement qu'elles pourront réussir, et toutes les autres, c'est-à-dire toutes celles dont on sait qu'elles ne réussiront pas, il n'est en aucun cas intéressant de les essayer, puisqu'on sait par avance qu'elles n'aboutiront pas. Et donc, dans un deuxième temps, une fois que cette préanalyse a été faite, Seeker va reprendre chacune des pages web et va essayer d'exploiter chacune des failles potentielles qui auront été détectées pendant ce premier passage. Le fait effectivement d'essayer d'exploiter chacune de ces failles-là permet justement de contrecarrer l'un des problèmes des analyseurs statiques, qui est le nombre de faux positifs qui sont générés par ces outils-là, puisque n'ayant pas la possibilité d'exécuter l'application, ils n'ont pas la possibilité de vérifier si la faille existe ou pas réellement dans l'application. Ce que va faire Seeker, c'est qu'il va vous remonter uniquement les vulnérabilités qu'il aura pu exploiter. Et l'approche data-centric dont parlait Jérémy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus, Seeker va vous classifier les vulnérabilités en fonction du risque que cette vulnérabilité va faire courir à l'application et aux données de l'application. Je reprends l'exemple d'une SQL injection. Une SQL injection peut très bien être une faille extrêmement critique si dans un champ, effectivement, vous avez la capacité de passer une requête SQL sans limitation de longueur et pouvoir faire des unions select ou tout un tas d'autres commandes SQL qui vous permettront d'aller récupérer de l'information dans la base de données. Si pour autant un champ autorise la saisie d'une requête SQL, mais que ce champ-là, fonctionnellement, a été tronqué à 5 ou 6 caractères, la vulnérabilité de type SQL injection sera bien présente, mais par contre ne permettra pas, effectivement, d'exploiter la faille jusqu'à aller récupérer ou en tout cas attenter aux données de l'application. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de classification de gravité des vulnérabilités en fonction de ce que la vulnérabilité va permettre au niveau de l'application. Donc une fois que Seeker a déterminé et a identifié l'ensemble des vulnérabilités et les a classées, ce qu'il va faire également, c'est qu'il va, pour une première partie, donc pour une notion de preuve, créer une vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, il va enregistrer l'ensemble des actions qu'il aura menées sur l'application et qui vont mener jusqu'à l'exploitation de la vulnérabilité. Et parallèlement à ça, il va reconstituer le code source de l'application, donc au travers de ses agents et au travers de l'application de profiling, pour pouvoir présenter le code source de l'application sans pour autant en disposer, puisqu'on est quand même sur une application qui est en fonctionnement, et pour pouvoir présenter le code source incriminé, donc qui crée la vulnérabilité aux personnes qui développent, pour leur dire simplement, bon ben voilà, quand j'ai analysé l'application, quand j'ai analysé la page de login tout à l'heure, j'ai détecté une vulnérabilité de type SQL injection, voilà comment je l'ai exploité au travers de la vidéo, et c'est à cet endroit-là, dans le code source de l'application, que la vulnérabilité se situe. Et Seeker va même un petit peu plus loin, puisqu'il va proposer également la bonne pratique, la rémédiation en fait, dont la façon dont il faudra développer ce morceau de code source-là, sous forme d'exemple, pour que la vulnérabilité n'existe plus. Voilà, donc très rapidement, sur le fonctionnement et la profondeur des informations que remonte Seeker. Donc c'est vrai que par rapport à la sécurité des applications, en quoi aujourd'hui Seeker est plus efficace? Alors voilà, donc comme l'a dit Frédéric, aujourd'hui, puisque finalement on va tester moins de choses, mais on va mieux les tester, on a une analyse qui sera beaucoup plus efficace en termes de performance et avec un niveau de faux positifs beaucoup plus faible que ce qu'on va trouver sur les applications, sur les outils de test traditionnels. L'autre point, c'est que puisqu'on est vraiment sur une approche data-centric de suivre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de l'application, les risques classiques que j'ai listés, tout ce qui tourne autour du cross-site scripting, du cross-site request forgery, etc., ces risques-là vont pouvoir être identifiés très précisément au sein de l'application, ce qui n'est absolument pas le cas avec une approche de type boîte noire, et ce qui est beaucoup plus difficile à identifier avec une approche traditionnelle à base d'audit de code source statique. Alors, in fine, ces outils vont s'insérer beaucoup plus facilement dans le processus de développement parce qu'ils sont plus rapides et complètement intégrés dans l'application et dans le processus. L'autre point, c'est que un point qui est fondamental par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'expertise nécessaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour utiliser l'outil. Aujourd'hui, ce genre d'outil se contente finalement d'écouter ce qui se passe au sein d'une application. Et donc, pour pouvoir le déclencher, il suffit d'utiliser l'application et ensuite, comme l'a présenté Frédéric, l'outil va identifier les schémas d'attaque possibles pour ensuite tenter de les exploiter pour trouver des vulnérabilités. Et le niveau de restitution de l'information est finalement assez simple, ce qui fait que la faille reste relativement simple à comprendre. Ceci dit,
ça reste un outil, et l'intégration de ces outils nécessite toujours un accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des procédures de développement qui existent, vous avez des procédures de test et des recettes. L'intégration d'un outil comme Seeker au sein des projets de développement nécessite un accompagnement. Et c'est dans cet accompagnement, c'est pour ça qu'aujourd'hui Advance s'est associé à Quotium autour de l'outil Seeker, c'est que justement pour intégrer de manière réussie, c'est-à-dire de manière réussie, c'est quoi? C'est-à-dire à ce que les développeurs s'en servent au quotidien et à ce que les managers puissent piloter et gérer la remédiation de la sécurité dans le temps. Aujourd'hui, un accompagnement projet est indispensable pour déployer la technologie sur les environnements de développement, mais également pour accompagner, pour former les équipes et pour accompagner le changement, pour apporter les processus nécessaires pour intégrer ces solutions au sein des process. Et la clé est là, hein. La clé est véritablement là, c'est que pour que la sécurité soit efficace, il ne faut pas chercher à imposer la sécurité aux développeurs et aux chefs de projet, mais il faut au contraire leur donner des outils, et il faut que ces outils soient parfaitement intégrés à leur quotidien. Donc, sur l'intégration en fait, d'une solution comme Seeker dans le cycle de développement des applications, je dirais que, on va dire très naturellement, Seeker va pouvoir avoir différents positionnements. Bien évidemment, ça va dépendre de la façon dont le client est organisé, la façon dont sont gérés les développements, est-ce que les développements sont faits en interne, est-ce qu'ils sont faits en externe, est-ce que c'est un mix des deux. Moi, ce que je vais vous présenter là, je vais dire, c'est les grands schémas, c'est si on voulait intégrer Seeker en qualification, qu'est-ce que ça engendrerait, quels seraient les avantages, mais quels seraient aussi, on va dire, pas les inconvénients, mais en tout cas les points qui resteraient à améliorer. Même chose en intégration, même chose en partie développement. Donc, tout naturellement, si on est dans un processus d'amélioration continue de la qualité, et si dans la terminologie qualité, on y inclut maintenant la sécurité, on pourrait se dire effectivement qu'on pourrait, pendant la phase de qualification donc, et de recette de l'application, au-delà des tests fonctionnels qui sont menés aujourd'hui, et donc s'assurer que l'application qu'on a développée est conforme au cahier des charges. Je ne parle pas des tests de performance qui pourraient être quelque chose qui pourrait être également mené en partie qualification, mais au moins sur la partie fonctionnelle. Et si on souhaitait maintenant dans ce processus d'amélioration, ajouter la partie sécurité. Donc en fait, à ce moment-là, je dirais qu'il y a deux grandes façons d'utiliser Seeker. Il y a, par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant le mode console, à un moment donné, pendant votre phase de qualification, il va y avoir donc ouverture d'un projet Seeker en servant de la console, et il va y avoir enregistrement du scénario fonctionnel, donc soit en naviguant dans l'application, soit en se faisant aider du crawler qui est intégré dans Seeker pour parcourir et avoir une exhaustivité complète de l'application. Donc enregistrer ce scénario métier sur lequel en fait on va lancer la détection des vulnérabilités, et pour lequel Seeker va ressortir toutes les vulnérabilités qu'il aura pu trouver et exploiter, classifiées en fonction du degré de gravité. Donc ça, je dirais que c'est quelque part une démarche volontaire qui va nécessiter de démarrer la solution Seeker. Donc c'est quelque chose qui peut être encore vu comme, on va dire, un surcoût quand même par rapport au processus classique de développement du projet. Maintenant, Seeker peut également être utilisé, ce que nous on appelle en mode proxy ou en mode intégré, où là, par exemple, Seeker, vous pouvez très bien l'intégrer aujourd'hui avec une plateforme de test fonctionnel. Aujourd'hui, on a intégré avec différentes plateformes de test fonctionnel du marché, l'une des plus connues étant Quality Center d'HP, où pendant que vous allez faire vos tests fonctionnels ou vos tests de recettes, vous avez l'ensemble de votre campagne de test qui est enregistrée, qui a été décrite dans cette solution de test fonctionnel, et au travers de laquelle, en fait, on va passer des tests qui peuvent être pour certains automatiques, pour certains manuels, et pour chacun de ces tests fonctionnels, on va s'assurer que l'application répond bien au cahier des charges. Seeker, en fait, est démarré en tâche de fond pendant cette phase de test fonctionnel et va enregistrer l'ensemble des tests, c'est-à-dire l'ensemble des pages de votre site sur lequel va passer la campagne de test fonctionnel. Une fois que cette campagne est terminée, même si, je dirais, fonctionnellement, elle ne répond pas aujourd'hui complètement ou à 100% au cahier des charges, rien ne vous empêche de lancer sur ce périmètre-là un test de sécurité. Donc, en fait, l'outil HP Quality Center, dont je prenais l'exemple, mais il y en a d'autres, va, par ligne de commande, invoquer automatiquement le moteur d'analyse de Seeker qui va lancer le test de sécurité sur le même périmètre sur lequel vous avez lancé vos tests fonctionnels. Ça veut dire qu'à chaque étape de votre test fonctionnel, vous allez sur ce même périmètre-là avoir également la vue sécurité de votre application. Et pour l'ensemble des vulnérabilités qui ont été détectées dans Seeker, après, vous avez la possibilité, soit vous rouvrez la console Seeker et vous visualisez au travers de l'interface graphique de Seeker l'ensemble des vulnérabilités qui ont été détectées, soit vous avez au préalable configuré Seeker pour l'intégrer avec un outil de ticketing.
Alors ça peut être par exemple l'outil de ticketing d'HP que vous avez dans le Quality Center, ça peut être des outils comme Bugzilla, comme Track ou tout un tas d'autres du marché. Et à ce moment-là, pour chacune des vulnérabilités détectées, Seeker va automatiquement créer un ticket dans cet outil de ticket d'incident, ticket bien évidemment qui sera par la suite exploité par un développeur, ticket dans lequel on va retrouver la description de la vulnérabilité, on va retrouver la façon dont Seeker a exploité cette vulnérabilité et ce qu'il en a ressorti, bien évidemment le code source, donc ce qui va permettre à un développeur de tout de suite identifier l'endroit sur lequel il va devoir faire porter la correction, et la partie rémédiation, c'est-à-dire la bonne pratique qu'il faudrait appliquer pour que la vulnérabilité n'existe plus. Donc voilà, vous avez vraiment deux modes d'utilisation, on va dire un mode volontaire, entre guillemets, ce que j'appellerais volontaire, c'est vous lancez la console Seeker, vous enregistrez votre scénario et derrière, vous lancez le test de sécurité, ou alors un mode complètement intégré, et là, cette fois-ci, le processus de sécurité fait complètement partie du processus de qualification, puisque je dirais que avant, pendant les tests fonctionnels, vous sortiez un certain nombre de tickets d'incidents liés à des bugs fonctionnels, et demain, ces tickets d'incidents liés à des bugs fonctionnels seront complétés par des tickets liés à des vulnérabilités liées à la sécurité. Donc sur la partie intégration, le fonctionnement est quasiment identique, puisque vous pouvez lancer Seeker soit en mode, je dirais, console, soit en mode intégré, cette fois-ci sur une plateforme d'intégration. L'avantage de faire ça en intégration, c'est qu'effectivement, on voit qu'on remonte la problématique de la sécurité dans le cycle de développement des applications. Ça veut dire qu'on se rapproche en fait des développeurs, et surtout, l'application qui va être livrée en qualification est une application qui va quasiment être exempte de vulnérabilité je dirais, des vulnérabilités qui sont trouvables et détectables par les outils. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, enfin ce que Jérémy a évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement la partie expertise est importante parce qu'un outil aujourd'hui, aussi bon soit-il, ne trouvera jamais 100% des vulnérabilités. Mais pour autant, l'idée c'est que au fur et à mesure que l'application va être développée et au fur et à mesure qu'elle va avancer dans le cycle de développement, cette application va comporter de moins en moins de vulnérabilités, ou en tout cas ne comporter que les vulnérabilités qui seront détectables au niveau de chacune des étapes, que ce soit la qualification, que ce soit l'intégration, et bien évidemment la partie développement, ou en développement, cette fois-ci, je dirais le même principe. L'idée, c'est que le développeur, en fait, ne vive pas les tests de sécurité comme une surcouche. Donc, Seeker, aujourd'hui, s'intègre à des environnements de développement. On pourrait citer Visual Studio, on pourrait citer Eclipse, par exemple, une partie .NET, une partie Java, qui sont aujourd'hui les deux environnements les deux technologies qui sont couvertes par Seeker. PHP va arriver pour la fin de l'année. Mais donc cette fois-ci, quand le développeur va développer son morceau d'application et va tester unitairement son application, même principe, Seeker démarrer derrière en mode proxy, va capturer l'ensemble des tests qui sont réalisés par le développeur et va, sur ces tests-là, sur ce périmètre-là, va lancer son audit de sécurité et va ressortir les vulnérabilités. Alors généralement, en développement, les vulnérabilités elles sont exploitées au travers de l'interface graphique. Il est rare qu'un développeur se crée lui-même des tickets d'incident. Voilà. Donc, pour synthétiser, Seeker s'intègre avec la partie développement, bien évidemment avec la partie qualification recette, avec les outils de ticketing. Et puis derrière, en fait, il y a toute une partie qui est extrêmement importante, c'est la partie reporting. Jérémy parlait tout à l'heure d'un point extrêmement important, c'est l'effet tunnel. Aujourd'hui, effectivement, sur toutes les parties amont, même si dans les phases de conception, spécification, il y a un certain nombre de critères de sécurité qui sont pris en compte, à partir du moment où l'application rentre en développement, c'est vrai que la notion de sécurité et la notion de métrique liée à la qualité en termes de sécurité de l'application sont quasiment absentes. Donc en fait, Seeker va permettre tout au long du cycle de développement de fournir ces différentes métriques. Alors, j'ai mis un certain nombre d'exemples dans la présentation, il y en a bien évidemment d'autres. Ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, sur cet exemple-là, c'est le niveau de sécurité en fait pour une application tout au long de son cycle de vie et sur les différents runs qu'on aura pu mener. On peut prendre l'exemple par exemple d'applications en développement, et à chaque fois effectivement que j'ai de développement en fait qui s'ajoute à mon application, je lance un test de sécurité ou un test de sécurité est lancé automatiquement pour moi et je vois effectivement si je converge ou pas en termes de qualité au niveau de l'application. À partir du moment où on va rentrer sur des phases d'intégration ou de qualification, on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale de la sécurité de l'application, notamment présentée par rapport au top 10 de l'OWASP, si mon application présente ou pas des failles dans les 10 grandes familles de l'OWASP, et si oui, le nombre et surtout la gravité de ces failles-là. Et puis je dirais qu'une approche plus liée au pilotage, par exemple, c'est de façon régulière, donc ça c'est des informations qui peuvent très bien être exploitées en comité projet ou en copie ou en comité de direction,
c'est de se dire, bon bah voilà, sur le dernier run de sécurité, quel est le niveau de qualité en termes de sécurité de mon application. Ben, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette application-là, sur cet exemple-là, présenterait 5 failles de vulnérabilité critique, 3 failles de vulnérabilité élevée, etc. etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les projets et dans le passage d'une phase à une autre, on avait des métriques qui étaient de dire ben, mon application passera d'intégration à qualification si fonctionnellement je n'ai plus aucun bug critique, si j'ai moins d'un bug de sévérité élevée, etc. Et ben, on peut rajouter en fait à ces métriques purement fonctionnelles aujourd'hui des métriques liées à la sécurité et s'assurer effectivement qu'on n'autorisera le passage d'une phase à une autre que pour une application qui est à la fois correcte fonctionnellement mais qui ne présente plus de vulnérabilité en termes de sécurité. Voilà, je crois qu'on a été un petit peu bavard, on arrive au terme de cette présentation. Jérémy, si on pouvait, si on devait conclure en quelques mots sur ce qu'on vient de dire. Oui, ben, je pense qu'on est parfait niveau timing. Donc en fait, effectivement, en synthèse aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, hein, c'est de bien intégrer que la sécurité des applications, c'est quelque chose qui doit se gérer de manière globale, c'est-à-dire prendre en compte toutes les couches de l'architecture, ne certainement pas se limiter au seul frontal web, comme on le voit trop souvent. Je pense en tout cas, j'espère qu'on vous a convaincu sur l'intérêt d'avoir une approche de type analyse du code flow et du data flow. Il y a une question d'ailleurs auquel je peux répondre tout de suite. Il y avait une question tout à l'heure par rapport à est-ce que l'approche permettrait de perdre finalement des oublis dans la partie audit. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, une approche de type data-centric dans l'évaluation de la sécurité, c'est quelque chose qui justement permet de tout tester parce que, comme l'a dit Frédéric, l'application va s'exécuter dans son environnement normal et les outils d'analyse dynamique vont permettre de voir tout ce qui se passe dans l'application, mais dans son contexte d'utilisation. Donc on va faire l'économie d'un certain nombre de tests qui sont parfaitement inutiles parce que inexploitables, et à l'inverse de ça, toutes les vulnérabilités potentielles qui auraient été découvertes vont être testées de fond en comble avec des approches qui restent sur cette partie-là relativement classiques et conventionnelles. Autre point, c'est que pour être efficace, la sécurité des applications doit vraiment se placer au cœur du cycle de développement. Aujourd'hui, encore une fois, hein, si on détecte les problèmes après la mise en production, c'est un peu tard. La sécurité doit également être portée par tous les acteurs, ça ne doit pas uniquement reposer sur le développeur, ça ne peut pas reposer sur la sécurité qui ne peut pas contrôler un code uniquement d'un point de vue externe, c'est-à-dire que pour faire un bon contrôle de sécurité, il faut contrôler de manière interne. Autre point, j'en ai parlé, c'est que l'intégration de ce genre d'outils doit nécessairement être accompagnée par une gestion du changement et donc avoir un accompagnement adapté, donc à la fois avoir un regard d'expert en sécurité, mais également être en mesure de comprendre les problématiques de développement. Hein, c'est une compétence qui est assez rare sur le marché, de cumuler à la fois une expertise en développement et de cumuler une expertise forte en sécurité. Et le dernier point, hein, donc, c'est que bien intégrer que pour que ce soit efficace, hein, la sécurité c'est bien l'affaire de tous et ce n'est pas uniquement l'affaire de quelques spécialistes sur leur domaine d'intervention respectif. Voilà. Donc, il y avait un certain nombre de questions qui nous ont été posées, donc je pense qu'on y a déjà répondu. Peut-être préciser, Frédéric, les référentiels aujourd'hui utilisés par Seeker pour l'évaluation des vulnérabilités. Oui, tout à fait. En fait, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, en fait, Seeker permet d'analyser tout type d'applications développées dans les technologies .NET ou Java. Arrive pour la fin de l'année le support des applications PHP. Et donc on est sur des applications full web et est prévu l'année prochaine d'intégrer ce qu'on appelle l'universal support, c'est-à-dire en fait des applications, on va dire, qui ont un frontal web et qui à un moment donné vont débrancher sur un système legacy. Alors ça peut être un système dans le domaine bancaire, ça peut être du CICS ou des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, Seeker ne permet pas l'analyse de ces applications-là. Pour autant, avec l'Universal Support, ce type d'application-là sera supporté et donc permettra d'analyser en fait une transaction métier depuis le frontal web jusqu'à la base de données, même si entre les deux, on va retrouver un système dit legacy. Il y avait une question, donc pareil, qui avait répondu, mais peut-être apporter des précisions par rapport au mode agent ou proxy. On a plusieurs questions pour savoir effectivement si Seeker fonctionne en tant que proxy ou pourrait éventuellement s'intégrer sur une technologie de type reverse proxy. Alors,
L'intégration au niveau reverse proxy, oui. La réponse est oui. Maintenant, en termes de fonctionnement, la question était, j'essaie de la retrouver, sous quelle forme s'installent les agents seekers, c'est ça, module possible. En fait, voilà, c'est-à-dire que les agents en fait se déploient en fonction de la technologie, se déploient sur les différents tiers. Alors c'est soit sous forme de service, soit sous forme effectivement de modules qu'on va déployer sur les différents tiers. Et au niveau proxy, on va capturer, effectivement, on va détourner le flux pour capturer l'ensemble des flux qui sont traités au niveau des différents outils. Je parlais des outils d'intégration ou des outils de qualification, par exemple. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser ce genre de solution sur les environnements de production? Alors là, la réponse, je laisserai Frédéric compléter, mais la réponse est clairement non, pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il peut y avoir effectivement un impact sur les performances, mais c'est surtout, alors c'est vrai d'une manière générale, mais c'est surtout vrai pour Seeker, c'est qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la pertinence des résultats avec l'élimination des faux positifs. Pour éliminer les faux positifs, aujourd'hui, une solution comme Seeker va tenter d'exploiter la vulnérabilité. Ce qui veut dire que si vous avez derrière une base de données de production et que l'outil exploite une attaque par injection SQL, vous pourriez avoir des problèmes de corruption de données. Donc clairement, on est bien, encore une fois, dans les phases avant la production. Donc l'idée, c'est de ne surtout pas utiliser ces solutions-là sur des environnements de production, parce qu'il peut y avoir des effets de bord en termes de disponibilité, et je pense surtout en termes d'intégrité. Je pense que tu vas me confirmer. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'on est vraiment, Seeker aujourd'hui est un outil qui est vraiment fait pour être utilisé dans le processus d'amélioration continue de la qualité. Je dirais que c'est pas un outil qu'on va utiliser, excusez-moi le terme, mais en troubleshooting, c'est-à-dire on s'aperçoit qu'on a une application qui est déjà en production et qui peut présenter un certain nombre de failles de sécurité parce que pour différentes raisons, des tests de sécurité n'ont pas été faits ou on n'a pas fait un run de sécurité sur la dernière version. En tout état de cause, aujourd'hui, Seeker n'est pas un outil destiné à tester des applications qui sont déjà en production pour effectivement la raison que vient de dire Jérémy, plus que la partie performance. C'est qu'aujourd'hui, Seeker va jusqu'à l'exploitation de la vulnérabilité, l'exploitation complète. Si, par exemple, pour rechercher des failles de type weak password policy, il va aller essayer de modifier les mots de passe, en tout cas qu'on lui a donnés. Sur l'injection SQL, il va essayer d'aller lire, supprimer ou corrompre des données au niveau de la base de données pour s'assurer effectivement que l'attaque est vraiment successful. Donc, si vous faites ça en production, bien évidemment, vous comprenez immédiatement les impacts que ça peut avoir. Voilà. Il y a une autre question par rapport à la console, c'est-à-dire la console, est-ce qu'elle s'exécute uniquement sur des environnements Windows? Alors aujourd'hui oui, la console est uniquement dans un mode Windows. C'est quelque chose sur lequel on va travailler dans le futur, mais pour le moment on est uniquement sur une console de type Windows. Donc vous voyez, il y a une demande sur Mac, c'est ça, il me semble avoir vu. Non, aujourd'hui on supporte pas la technologie Mac sur la partie interface, puisque la console peut être vue comme un client lourd et que c'est un client Windows. D'autres questions peut-être? Non, je pense qu'on a répondu. C'est bon, je regardais la liste, je les questions, je regardais la liste aussi. Écoutez, merci d'avoir participé. Attendez, peut-être une petite dernière qui arrive, je crois. Alors, lorsque PHP... Alors, attendez, on est en train de regarder. Alors, lorsque PHP... Support de PHP Apache en environnement Linux. A priori, oui. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour signaler par rapport au partenariat Advance Quotium. Vous savez aujourd'hui qu'Advance dispose d'un pôle R&D. C'est là où je parlais tout à l'heure d'associer une compétence en sécurité. C'est une chose, mais c'est surtout d'avoir aussi des compétences en termes de développement. Et aujourd'hui, Advance va pouvoir tester en avant-première toutes les versions bêta qui vont être proposées par Quotium, et notamment aujourd'hui, on va bientôt démarrer la qualification de Seeker sur les plateformes PHP, open source, Linux, Apache, MySQL, etc. Voilà, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a peu évoqué, je dirais, la partie partenariat, mais le partenariat, c'est effectivement sur toute la partie mise en œuvre, comme le disait Jérémy tout à l'heure, mais c'est également un partenariat technique, puisque Advance aujourd'hui fait partie du programme de bêta-test des différentes versions de la solution Seeker. Alors il y a une question qui est arrivée en fait entre les deux, qui est élément de prix. Je dirais qu'en fait la solution Seeker, elle est tarifée en fonction de l'organisation, surtout de l'utilisation que vous allez en faire.
À savoir que aujourd'hui, ça dépend du nombre de consoles que vous allez devoir déployer. Une organisation qui va déployer un seul poste en qualification, ou une organisation qui va déployer N postes en développement, en tout cas, ou qui va mettre à disposition Seeker sur l'ensemble de sa plateforme de développement, je dirais que le ratio de prix va être différent, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une tarification par console, et bien évidemment, après, il y a des modes dégressifs en termes de pricing, donc c'est, on va dire, soit la console, soit au moteur, on va dire, intégré de Seeker. Voilà, visiblement plus de questions. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à vous connecter sur les différents liens qui vous sont proposés. Vous trouverez un certain nombre de ressources sur la sécurité applicative, des avis d'experts. Je vous invite également à suivre Advance sur LinkedIn. Et n'hésitez pas également à télécharger donc, les livres blancs sur Seeker, où vous trouverez pas mal d'informations techniques et fonctionnelles sur le produit, ainsi qu'une vidéo qui est très bien faite sur le site de Quotium. Voilà, merci à tous et bon après-midi. Merci de votre participation, au revoir.